Monsieur le commissaire désigné, bonjour. Je vais m'exprimer en français. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Honourable member, thank you for your question. However, the pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners in Africa. We are developing here a lot of successful projects. If there is a case of the violation of human rights or other things, I will have a look on it and I will respond back to you. But basically, this is my level of information is not as dramatic as you told me now. So I'm not able to react immediately because basically when it comes to projects in Rwanda, I think this is one of the good cooperations we have in Africa. Monsieur Mariani. Là, vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on ne garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais je suis qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité pour faire peut-être que ces troubles en Afrique qui ont déjà fait des milliers de morts s'arrêtent. Je vous remercie. As I already promised, I will... Bon, je vous l'ai déjà promis, je vais étudier la question, me familiariser. Vous évoquez ici des crimes, des délits. Et par conséquent, il va falloir évaluer la situation et voir s'il y a motif à mettre un terme à cet accord. Et si c'est le cas, je suis prêt à présenter tout cela au collège s'il y a eu confirmation. Et à ce moment-là, nous déterminerons de la meilleure façon de traiter la question. Merci Madame la Commissaire. Depuis des mois, j'attire votre attention sur l'accord qui a été signé, que vous avez signé vous-même, entre le Rwanda et Kagame en février dernier sur les matières premières critiques. La Commission d'ailleurs n'a jamais publié ce texte et peut-être qu'un jour, par transparence, on pourrait avoir ce texte. Vous avez annoncé ce texte comme une garantie de durabilité, de respect des droits humains. La réalité démontre en réalité qu'on s'est engagé aux côtés d'un voyou. 4 mois après la signature de votre accord, qui devait avoir des progrès démocratiques, M. Kagame a été élu, je vous le rappelle, avec un score de 99,18%. On n'a rien trouvé à redire. On devait avoir, paraît-il, des progrès humains. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Au contraire, l'ONU, en juillet, a fait un rapport accablant qui dénonce la responsabilité de M. Kagame dans les massacres au Congo, devant lesquels nous ne faisons rien dans la région du Kivu. Enfin, la transparence. C'était un accord où on garantissait la transparence des matières premières
qu'on achetait. Une étude internationale, relayée notamment par le journal français Le Monde, l'un des plus sérieux, a noté que tout cela était totalement faux et que les éléments étaient absolument manipulés. Donc ma question est simple. Est-ce que vous êtes fiers de cet accord? Jusqu'à quand on va continuer? Et enfin, quand est-ce qu'on va le publier? Je pense que c'est la moindre des choses pour des parlementaires que de le connaître. Aujourd'hui, il est surprenant et étonnant de voir que un pays comme la Pologne puisse s'allier au Rwanda pour combattre au Congo. La Pologne est fondée à partir de cet accord à prêter main forte au Rwanda et à être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo. Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo est au centre de débats au-delà de l'Afrique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons recevoir un ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo au Rwanda. Monsieur l'ambassadeur André Atundu Lyongo, bonjour. Bonjour Raphaël. Ancien patron aussi du service de renseignement en RDC à l'époque, du maréchal Mobutu. Au Zaïre. Ouais, Zaïre. RDC aujourd'hui. Ouais. Quel est votre aperçu sur la situation sécuritaire aujourd'hui? La population est révoltée. C'est ras-le-bol dû à la situation, à la précarité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo 30 ans durant. La population a raison de manifester son impatience, sa réprobation. Non pas tant vis-à-vis du gouvernement congolais ou du président Tshisekedi, tant s'en faut, mais vis-à-vis de l'indifférence bienveillante de la communauté internationale envers le Rwanda. À cause de la duplicité de langage et de comportement de certains partenaires, je dirais même stratégiques. Aujourd'hui, il est surprenant et étonnant de voir que un pays comme la Pologne puisse s'allier au Rwanda pour combattre au Congo. C'est-à-dire que si nous ripostons, mais comme nous ripostons légitimement, eh bien, la Pologne est fondée à partir de cet accord à prêter main forte au Rwanda et à être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo. Ceci, c'est le cas de le dire, c'est une ironie du sort. Parce qu'il y a quelques années, la Pologne était victime de Hitler et de sa politique annexionniste, d'épuration. Aujourd'hui, c'est la même Pologne, oubliant son passé, qui se met parmi les bourreaux du peuple congolais. Comme allié de Kagame, un ennemi officiel de la République, pour le soutenir dans sa politique annexionniste vis-à-vis du Congo, pour le soutenir dans sa politique prédatrice du Congo. Ceci donne à réfléchir et le gouvernement de la République, chef de l'État, devrait prendre des mesures strictes pour mettre hors d'état de nuire de tels partenaires et décourager de telles initiatives. Est-ce que la Pologne était un partenaire avant de s'allier au Rwanda, de la République démocratique du Congo? La Pologne a toujours eu une ambassade ici. Il y a beaucoup de Congolais qui ont étudié en Pologne. Il y a un échange normal. Mais le problème, je pense,
que le gouvernement doit agir avec fermeté face à cet acte incompréhensible d'hostilité vis-à-vis du peuple de la République. Appeler son ambassade, lui remettre la protestation de notre pays, suspendre les relations avec la Pologne, saboter tous les intérêts polonais au Congo. Mais est-ce que cela risque d'impacter négativement l'élan diplomatique que le président de la République... Au contraire, ça va soutenir. Parce que la diplomatie, la victoire diplomatique du chef de l'État, à savoir la reconnaissance officielle, urbi et orbi, que c'est Kagame et son régime rwandais, qui sont les agresseurs de la République démocratique du Congo et les bourreaux de ces populations, eh bien cette victoire doit être soutenue par des actes concrets, comme celui-là. Suspendre les relations diplomatiques, saboter les intérêts polonais au Congo. Bien entendu, nous devons payer le prix de la souveraineté. Nous devons payer le prix de notre combat pour la liberté, pour l'intégrité de notre territoire. Les intérêts que pourrait avoir la Pologne ou que le Congo pourrait avoir vis-à-vis de la Pologne est de loin inférieur à l'intérêt que le Congo a de garantir son intégrité territoriale et alors d'avoir des relations de coopération normales. Est-ce que la Pologne n'est pas l'arbre qui cache la forêt? On pourrait le dire dans la mesure où il y a une certaine complicité silencieuse, une sorte d'indifférence bienveillante de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis des exactions du Rwanda contre les populations congolaises, vis-à-vis des ambitions annexionnistes du Rwanda que certains voudraient même justifier. Et dans ce cadre, le président de la République, pendant la campagne, a fait une promesse de mettre fin à cette guerre. Au cours de d'abord, c'est son serment constitutionnel de sauvegarder l'intégrité territoriale. Deuxièmement, il a fait cette promesse. Troisièmement, dans son discours d'investiture, il a réitéré cette promesse sous forme d'engagement. Donc, dans ces circonstances, dans cette ambiance, aller au dialogue, comme le préconisent certains de nos partenaires ou certains membres de la communauté internationale, c'est carrément aller à la capitulation. La capitulation, ce serait une haute trahison. La capitulation, ce serait renoncer à l'intégrité du territoire et, pourquoi pas, permettre au Rwanda d'annexer une partie de notre territoire et de nos populations. Ceci est inadmissible pour tout patriote. Et je suis surpris du silence assourdissant de la classe politique vis-à-vis de cette alliance Pologne-Rwanda. Vous parlez de la Pologne, mais récemment, le Congo-Brazza également a conclu un contrat similaire avec le Rwanda, un partenariat similaire avec le Rwanda. Non, ce n'est pas similaire. Ce n'est pas similaire. Là, c'est un contrat militaire. Là, c'est de coopération. Nous ne pouvons pas empêcher aux autres pays d'avoir... Il a concédé également une grande partie de son territoire, ou soit de son sol rwandais. Ça, c'est de sa souveraineté. Et nous aurons à cœur de veiller à ce que les intérêts majeurs et structurels
de la République démocratique du Congo ne soit touché. Est-ce que la République démocratique du Congo est seule au front? Est-ce que vous avez cette impression? Nous ne sommes pas seuls. D'abord, notre cause est légitime et fondée. Il n'y a pas de partenaires extérieurs au-delà de la RDC. Tous les partenaires extérieurs, malheureusement, qui sont aujourd'hui handicapés un peu le fait des organisations régionales auxquelles ils appartiennent et qui sont intervenus ici. Mais nous avons l'Angola, c'est un partenaire crédible. Le Zimbabwe, c'est un partenaire crédible. Mais je ne cite que ces deux-là. Au-delà de l'Afrique, est-ce qu'il est temps de tourner le dos aux Occidentaux? La vie internationale ne gagne rien à tourner le dos à une partie du monde. Le Congo doit assumer sa place dans les relations, dans le concert des nations et veiller à ce que tous les partenaires contribuent à l'intérêt bien compris de notre pays. Ça veut dire que si aujourd'hui, il s'avère comme la Pologne, on ne tourne pas le dos à la Pologne. Nous posons des conditions pour que les relations deviennent normales. Et il en sera ainsi vis-à-vis des autres pays. D'autres pensent qu'il faudra négocier avec la Russie. Nous pouvons. Oui, mais la Russie fait partie de la communauté internationale. La Russie fait partie des alliés, des partenaires. Corée du Sud et d'autres pays. La Chine. Souvenez-vous, à l'époque de Mobutu, eh bien, nous avions toujours eu le meilleur rapport avec l'Occident, mais n'empêche que la Chine, Mobutu est allé en Chine, n'empêche que Mobutu a eu des relations avec la Corée du Nord, et souvenez-vous de la fameuse division Kamanyola. Donc, nous ne sommes pas liés par les intérêts des autres pays, nous sommes liés par nos intérêts. Et par rapport aux autres, dans la mesure où nos intérêts coïncident, eh bien, nous sommes liés. Que devons-nous faire aujourd'hui, d'abord en premier sur le plan primaire pour la défense de notre pays? D'abord, la conscience nationale. Tout Congolais doit comprendre le sens du combat du président Tshisekedi et de ses engagements à restaurer l'intégrité du territoire, l'intégrité territoriale et à combattre jusqu'à leur dernier repère, le Rwanda et le M23 pour la libération totale de notre pays. Ça, c'est d'abord. Parce que si aujourd'hui le Rwanda est présent chez nous, c'est probablement suite à la complicité de certains Congolais, dont le fameux M23 et d'autres anonymes. Donc c'est ça la première chose. La deuxième chose, ça c'est l'organisation de notre armée, ça se relève du secret défense, donc je ne pourrais pas m'étendre. Troisième chose, c'est le rôle. Il faut que les services de renseignement puissent monter en puissance dans leur rôle d'appui à nos forces armées et à notre diplomatie. Mais quel rôle ou comment jugez-vous l'attitude de la classe politique actuelle? Bon, la classe politique actuelle, face à cette vis-à-vis situation de cette question-là, est distraite. À part quelques actions cosmétiques, mais elle est distraite. Dans ce sens où nous ne sentons pas une dynamique nationale contre le Rwanda. Souvenez-vous, que pendant la campagne, le président a dit, ben, si vous voulez reconnaître les alliés du Rwanda, eh bien, ceux qui ne citent pas le Rwanda, ce sont ses alliés. Mais c'est très grave. On ne peut pas pécher par l'inaction, par le silence. Il faut s'affirmer. Il n'y a pas de compromis sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Tout compromis est une compromission. Voilà pourquoi tous les enfants de ce pays
renforcés par leurs partenaires et alliés stratégiques, doivent se réunir pour combattre le Rwanda. C'est une guerre contre le Rwanda. Eh bien, il faut employer tous les moyens. Est-ce qu'il est temps de déclarer ouvertement la guerre au Rwanda? C'est au président de l'apprécier. Selon vous? Il a fait... Ancien diplomate, je n'ai aucune compétence. Ancien service, je n'ai aucune compétence. Ancien patron du service de renseignement. Le président, oui, mais je n'ai pas tous les éléments. Comment vous analysez la situation? La menace vaut à ce qu'on réplique? Mais nous répliquons. Mais nous devons, allez déclarer ouvertement la guerre. Nous devons monter en puissance. Et c'est le chef de l'État qui est le commandant en chef. Le président a eu à le dire plus d'une fois, en tout cas solennellement, que si les circonstances l'exigent, il n'hésitera pas à appeler les deux chambres en congrès pour leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Mais est-ce que... c'est une réaction formelle, officielle et légitime. Alors, parlons de l'informateur, parce que là, nous sommes déjà à une phase décisive de notre pays où le président de la République va définir la ligne ou la couleur de son deuxième mandat. Quel est le rôle d'un informateur là? Oh, mais je crois que c'est décrit dans sa mission, c'est-à-dire recevoir les organisations politiques, les personnalités, en vue d'identifier une majorité et éventuellement remettre au président les noms des premiers ministrables qui seraient cités parmi ses contacts. Donc c'est un rôle important et même déterminant pour la suite du mandat du chef de l'État. Le président de la République a jeté son dévolu à Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Profit perceptif? Non, vous savez, un informateur, bon, il y a eu Mwando Simba, il y a eu Bahati, aujourd'hui c'est Augustin Kabouya. D'abord, je tiens à le féliciter pour cette marque de confiance du chef de l'État à son égard. Et donc, c'est-à-dire que M. Kabouya, l'honorable Kabouya, a la responsabilité de mener les tractations ou de mener les contacts afin de donner au président de la République les moyens de prendre une décision conséquente par rapport au choix du chef de gouvernement, d'abord, et conséquemment, après, par rapport à la formation du gouvernement. Donc ceci est très important. Cela signifie que il a confiance en la capacité de l'honorable Kabouya à mener à bien cette mission, c'est-à-dire à contacter sans restriction toutes les organisations, toutes les personnalités et tous ceux qu'ils estimeraient être d'un quelconque intérêt pour sa mission. Et enfin, quelle est la taille en fait du gouvernement? Comment vous estimez non, ça c'est aller trop vite en besoin. Mais je pense que à partir des contacts du président, du rapport de l'honorable Kabouya, de l'informateur Kabouya au président de la République, là on pourra dégager la majorité, on pourra dégager le profil du Premier ministre, hein, et on pourra dégager la taille du gouvernement. Non, d'abord les objectifs du gouvernement, et enfin, dans les tractations, la taille du gouvernement sera connue. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le profil du Premier ministre. Le Premier ministre doit être crédible vis-à-vis de l'opinion. On désigne un Premier ministre, Raphaël Walukonka, il faut que l'opinion se sente à l'aise avec vous.
en se disant, voilà quelqu'un qui connaît le boulot, voilà quelqu'un que nous connaissons, voilà quelqu'un qui nous fait confiance, voilà quelqu'un à qui on fait confiance. Il doit être crédible vis-à-vis de l'opinion nationale et de l'opinion internationale, parce que nos partenaires comptent aussi dans la gouvernance du pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne devient pas Premier ministre pour remplacer le chef de l'État. Et donc, ce Premier ministre doit être fiable vis-à-vis du chef de l'État. Il doit d'abord accomplir, disons même exclusivement, accomplir le programme du chef de l'État et mettre fin à ses ambitions. Parce que si le Premier ministre se mettait à comptabiliser les actions de gouvernement pour le compte d'une candidature éventuelle en 2028, eh bien, cela vicierait et polluerait les rapports entre le Premier ministre, qui doit loyauté au chef de l'État, et le chef de l'État, qui doit confiance totale. Il y aura comme un grain de sable entre leurs relations, parmi les politiciens, parmi l'administration. Donc voilà pourquoi l'informateur doit donner au président les éléments nécessaires pour désigner un Premier ministre en fonction des exigences de la Constitution et des réalités politiques. Vous étiez candidat. Donc ça, c'est un. Troisièmement, il doit être non conflictuel. Il doit être fédérateur. Parce que il a une action nationale. Donc il ne peut pas, par principe, mettre les gens au bord de la route. Donc il faut qu'il soit non conflictuel et fédérateur. Enfin, on ne le choisit pas parce qu'il est beau, garçon, ou belle dame, ou belle fille. On le choisit pour le boulot. Donc il faut qu'il ait une présomption de compétences avérées. Celui-là, voilà, c'est vrai. Il connaît le boulot, il va se débrouiller, il va aider le chef de l'État. Parce que le Premier ministre, la réussite du Premier ministre, c'est la réussite du président. Parce que le gouvernement, c'est l'exécutif du président. Alors, vous étiez candidat malheureux aux élections de 2023. Comment vous avez d'abord trouvé le processus électoral jusqu'à la dernière seconde, avant la publication de résultats?